Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la problématique, comme je vous l'ai dit, des soins de santé. Donc, depuis plusieurs années à Seraing, un manque se fait ressentir concernant le soutien médical et psychologique pour une population qui n'a pas accès à ces soins de santé. Et c'est une problématique qui est vaste et qui est assez complexe et qui concerne non seulement les patients, mais aussi les soignants. Et aujourd'hui, on remarque que plusieurs acteurs de terrain ont réagi face à ce besoin, qui est de plus en plus prégnant et qui concerne une partie donc, de la population en difficulté. Face à cette problématique-là, nous, on a vraiment souhaité informer sur les différentes manières d'appréhender cette situation et de voir comment, ensemble, on pouvait transposer certaines bonnes pratiques à Seraing. Donc, nous allons tout d'abord accueillir Marc Enrard, qui est coordinateur donc CMS à la Mutualité chrétienne, qui nous expliquera son projet de forum donc, dans quelques instants. Et en tant que hub créatif, nous nous mettons au service de ce besoin du territoire pour susciter de futures collaborations qui permettront d'enrichir donc, les ateliers à venir, qui seront d'ailleurs pilotés par Marc Enrard. Donc, nous allons enchaîner après avec l'intervention de M. Denis Porignon, qui est chargé de cours en santé publique à l'Université de Liège. Il nous parlera de cette problématique d'accès aux soins de santé, mais lui, plutôt à l'échelle internationale, via 3 axes principaux. Donc, d'une part, les obstacles, mais aussi les opportunités et les pistes à creuser. Et puis, il cédera la parole à notre dernière oratrice, donc Madame Laetitia Di Mera, qui est directrice donc, de l'abri de jour à Seraing et qui abordera le projet de Medibus qui est en cours de réflexion pour le moment et qui a pour but de devenir une unité mobile transformée en salle de consultation et en bureau de permanence sociale. Donc, avant de céder la parole à Monsieur Porignon et Madame Di Mera, je laisse Marc Enrard vous faire part de son constat et je vous remercie tous chaleureusement, en tout cas, d'être présents avec nous ce matin. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? J'imagine que merci. oui. Parfait. Oui. Alors, je suis en fait, comme Aurore vient de le signaler, coordinateur du centre mutualiste à Seraing. L'idée du centre mutualiste, c'est bel et bien de travailler sur des baromètres santé et sur tout ce que la population, ce que l'on identifie que la population a besoin pour activer une série de projets, de démarches, de formation, d'informations qui tournent autour de la santé. Alors, le sujet est bien évidemment vaste, mais on traite aussi, et à ce sujet, enfin justement sur cette thématique de la santé, je fais partie aussi de traitements thématiques qui sont plus transversales et qui couvrent l'ensemble du territoire de la province Liège, oui, Waremme. Alors, une première réflexion sur l'accès à la santé a été menée, et elle est toujours en cours, avec la volonté d'organiser une demi-journée forum-études. L'axe principal, il est en réalité de favoriser un égal accès à la santé pour tous. On sait que ça reste un défi majeur pour tous les acteurs de la santé en Belgique, mais aussi à l'échelle européenne et mondiale. Tant la pandémie du coronavirus que les récentes inondations nous ont démontré à quel point ces inégalités étaient loin d'être acquises, ces égalités, pardon, étaient très loin d'être acquises. Et elles nous font clairement prendre conscience, parfois de façon assez dramatique, de notre vulnérabilité face aux conséquences du changement climatique. Et on voit que cette catastrophe associée à la crise sanitaire, par exemple, nous a clairement montré que ces inégalités étaient bel et bien existantes et s'ancraient de façon parfois un peu plus profonde. Alors, c'est dans ces situations qui s'aggravent que la vigilance et l'accompagnement de proximité se révèlent indispensables, nécessaires. Et donc, ça doit être bien présent pour éviter que cette population déjà fragilisée ne fasse l'impasse sur les soins de santé dont elle a besoin. Donc, en clair, je reviens sur l'objectif général, qui est bel et bien la mise en place d'un forum étude, d'une demi-journée sur l'accès aux soins de santé. Par la suite, comme Aurore l'a signalé, il y aurait la possibilité de poursuivre la réflexion en groupe de travail sur une thématique qui serait choisie, et je vais les énumérer par la suite, à l'occasion de cette journée. Nous nous sommes en réalité appuyés sur une première expérience toute récente qui s'est faite en novembre 2021 sur le territoire de Waremme. Et cette mise en place d'une conférence, je dirais, un peu plus traditionnelle qui s'est déroulée en soirée, nous a vraiment permis de nous apporter un premier éclairage et en tous les cas d'affiner le modèle d'organisation que nous souhaitions pour le territoire sereysien. Pour nous, croiser cette démarche citoyenne avec les professionnels de la santé révèle l'intérêt aussi de créer un espace pour inviter tous les acteurs à se parler. Et en effet, on constate qu'il y a souvent une méconnaissance des réalités des uns et des autres.
Donc, c'est une des volontés de l'organisation de ce forum, c'est de donner d'abord la parole au public visé. Alors, on sait que ça va être un vrai challenge parce qu'il va falloir trouver des déclencheurs pour pouvoir faire en sorte que ce public se déplace et vienne à notre rencontre. Mais c'est aussi de les mettre en contact avec, dans un échange commun avec les professionnels de la santé. Et ça va nous permettre d'apporter un premier éclairage à l'occasion de cette rencontre. Et peut-être, c'est notre souhait, de pouvoir déjà répondre ensemble à une série de problèmes qui seraient identifiés. Et bien souvent, cette rencontre dans un instant T ensemble permet déjà de pouvoir activer des processus d'échange et d'identification et de résolution de problèmes. Une réflexion, par exemple, qui était menée, c'était sur l'axe numérique du patient. Et bien souvent, on parle de fracture numérique, mais en réalité, on s'est rendu compte, en parlant avec nos professionnels, que cet axe de difficulté numérique, il existait aussi au niveau du professionnel. On sait à quel point la lourdeur administrative numérique, justement, ne fait que s'amplifier au niveau du professionnel, et finalement, lui vole du temps pour le consacrer au patient et à sa patientèle. Voilà, donc là, il y avait un réel intérêt de croiser une première réflexion qui était sur le numérique. Donc la volonté, c'est clairement d'élargir le champ d'analyse, mais tout en gardant en point de mire l'objectif de départ qui est de donner la parole aux personnes confrontées à ces difficultés d'accès aux soins. Donc c'est de permettre à ce public, souvent dans l'invisibilité, de pouvoir s'exprimer. Donc à ce stade, le projet est en cours d'élaboration. Et donc, différentes thématiques ont été mises dans les différentes réunions préparatoires, que ce soit avec les professionnels, mais aussi avec la population. Et donc, un axe, par exemple, était l'accès aux soins liés à des personnes qui ont eu un parcours difficile, qui ont des problèmes de mobilité, une situation familiale complexe. Et alors, on soulignait, par exemple, le contexte d'une famille monoparentale qui sont représentées à 85% par les femmes, d'accès aux soins liés à la pénurie des soignants, les contacts difficiles des malades avec le médecin, la surcharge de travail que je viens d'évoquer, administrative des professionnels, avec une saturation des maisons médicales, un accès difficile face aux nouvelles technologies. Et donc là, c'était cette confrontation patient et professionnel qui nous paraît grandement utile. Et puis, il y avait un axe santé mentale, la perte de sens finalement, dans cette relation soignant-soigné. Et tout cela, évidemment, à la loupe de l'aggravation de la situation suite à la crise du Covid. Voilà, en quelques mots, la présentation du projet qui est toujours mouvant. Moi, je reste par l'intermédiaire d'Aurore, mais même en contact direct. Je peux laisser mes coordonnées après à Aurore qu'elle pourra diffuser, mais qu'elle a déjà, bien évidemment. Je reste forcément à votre disposition si vous souhaitiez de près ou de loin échanger ou participer à ce projet. L'avantage est que nous ne sommes pas liés de façon figée à une date, même si nous avons le souhait que ça se déroule toujours dans ce premier semestre, mais ça pourrait très bien être en mai ou en juin. Donc, on a encore un peu de temps devant nous, et même si la réflexion, comme je vous le signalais, est déjà bel et bien avancée. Ben voilà, donc j'invite M. Porignon à prendre la parole. Très bien, merci beaucoup Aurore, pour l'invitation et je suis vraiment très, très heureux de participer à cette séance aujourd'hui. Je suis tellement content que j'ai invité moi-même deux personnes avec lesquelles je travaille pour le moment, une étudiante du département de santé publique et une de mes collaboratrices à l'OMS. Donc, moi, je m'appelle Denis Porignon, je suis médecin de formation. Je travaille depuis de très nombreuses années dans le domaine de renforcement des politiques de santé, des systèmes de santé et de la prestation des services au niveau des pays. Et je suis actuellement, outre mes responsabilités au département de santé publique de l'Université de Liège, je suis surtout fonctionnaire à l'Organisation mondiale de la santé et je travaille dans un programme qui appuie le dialogue politique dans à peu près 115 pays répartis dans les 6 régions de l'organisation. Et donc, depuis un certain nombre d'années, je dois dire que j'ai eu le grand privilège de pouvoir rencontrer toute une série de situations extrêmement différentes et je vais essayer d'en faire un petit peu le résumé aujourd'hui en focalisant bien entendu mon attention et j'espère la vôtre aussi sur l'accessibilité ou l'accès aux services de santé. Donc, je vais parler de différents aspects. Le premier aspect que je voudrais
et il y en aura 4 ou 5 maximum sur le temps de l'exposé. Donc, premier aspect, c'est celui de l'évolution. Ce que je voudrais dire, c'est que, comme le dit le titre que vous avez sous les yeux, l'accessibilité aux soins, c'est évidemment une question universelle qui se pose dans absolument tous les pays. Mais c'est une question qui a évolué, je dirais, au cours des 50, 60 dernières années de manière assez sensible, en tout cas dans un certain nombre de pays, avec pour conséquence un certain nombre de bénéfices sanitaires pour les populations concernées, notamment, par exemple, en termes de couverture vaccinale, notamment en termes d'accès aux consultations prénatales pour les femmes, d'accès au service de planification familiale, ce genre de choses, plus toute une série d'autres liées à différentes maladies, différents types de maladies. Et donc, cette amélioration a abouti je dirais, globalement, au niveau mondial, à une espérance de vie, un allongement de l'espérance de vie à la naissance, même si, bien entendu, il reste des problèmes assez aigus dans certaines parties du monde, notamment en Afrique subsaharienne, mais aussi dans d'autres pays, notamment l'Afghanistan, par exemple, et Haïti, qui restent extrêmement problématiques. Alors, ce qui est, bien entendu, ces gains ont été provoqués, notamment en termes d'espérance de vie, ont été provoqués grâce à une meilleure accessibilité des soins, mais aussi, et nous reviendrons sur cet aspect tout à l'heure, au développement d'une approche beaucoup plus multisectorielle au niveau des pays, avec l'intervention et la contribution de toute une série de facteurs, de déterminants sociaux qui ont bien entendu contribué pour beaucoup à cet allongement de l'espérance de vie. Alors, on est en termes de couverture et de protection, je dirais, sociale ou de protection sanitaire dans les pays. Il y a toute une série de pays que vous connaissez qui sont des pays où cette protection est de 95% ou plus, et donc qui est relativement élevée. Il y en a d'autres, par contre, qui gardent des niveaux de protection très, très bas, notamment, encore une fois, sur le continent africain, bien que sur le continent africain, vous ayez aussi des pays comme le Rwanda, par exemple, ou l'Afrique du Sud, où cette protection est très proche de celle que nous connaissons dans nos pays. Je pense que ce qui a beaucoup accompagné ce changement, c'est la prise de conscience au niveau politique, au niveau mondial, par les décideurs qui sont concernés, et notamment par le directeur actuel de l'Organisation mondiale de la santé, qui a fait de la couverture sanitaire universelle, de l'accessibilité aux soins, des soins de santé primaire, vraiment des chevaux de bataille. Ce que je veux dire aussi, et ça c'est pour moi un message très très important parce qu'il nous concerne tous dans la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, c'est le fait que cette évolution cache néanmoins des disparités qui restent relativement flagrantes, et il faut savoir que dans tous les pays du monde, quels que soient les indicateurs que l'on utilise, il y a toujours une situation plus défavorable pour le quintile des gens les plus pauvres par rapport au quintile des gens les plus riches. Deuxième aspect qui permet de faire le lien de manière un peu plus pratique avec pourquoi cette évolution s'est cristallisée au cours des dernières années dans toute une série de pays. Je pense qu'on peut lier ça à la notion de couverture sanitaire universelle qui a, je ne vais pas entrer dans les détails, mais trois dimensions par rapport à la population qui est couverte, par rapport au type de soins qui sont fournis dans le cadre de cette couverture sanitaire universelle, et par rapport à ce que ça coûte effectivement aux patients, aux familles, aux ménages, aux communautés. Cette couverture sanitaire universelle, encore une fois, a fait l'objet d'un engagement majeur au niveau international au cours des 5 dernières années. Et ça se traduit de manière peut-être un petit peu théorique pour vous, mais qui, au niveau mondial, fait grandement avancer les choses. Ça se traduit par une prise de conscience des États membres beaucoup plus importante et une traduction de l'engagement qui se reflète au niveau d'un certain nombre d'organes de décision, que ce soit, par exemple, l'Assemblée générale des Nations unies ou même des forums beaucoup plus économiques
comme le G7 ou le G20. Et donc, cette notion de couverture sanitaire universelle, elle est, je dirais, de plus en plus reconnue comme étant la pierre, la cheville ouvrière, je dirais, des programmes sur lesquels les pays s'appuient pour essayer justement de garantir que l'ensemble de la population puisse avoir accès à des services de santé. Cette couverture sanitaire universelle en matière de prestation des soins, elle est doublée d'une emphase très importante qui est mise à l'heure actuelle sur les soins de santé primaire. Vous savez, après Alma-Ata, tout ça a été un peu oublié, mais depuis maintenant une bonne dizaine d'années, on a véritablement une reprise de ferveur vis-à-vis des soins de santé primaire et encore une fois des engagements au niveau politique extrêmement importants et la reconnaissance de l'efficience des soins de santé primaire par rapport justement au maintien d'un certain nombre je dirais, de principes, notamment en termes d'équité, en termes de participation et en termes d'accessibilité aux soins. Les modèles qui sont mis en place au niveau des pays sont très variables d'un pays à l'autre, mais encore une fois, pour essayer de se raccrocher de ce qui se passe un peu dans nos contrées, je crois que le modèle des maisons médicales, qui a déjà été évoqué aujourd'hui, qui j'espère le sera encore tout à l'heure, est certainement quelque chose de très, très important. Parce qu'il colle vraiment à cette réalité avec, je pense, beaucoup de succès et beaucoup d'intelligence, en tout cas en termes conceptuels, mais je crois aussi en termes tout à fait pratiques au niveau de nos pays parce qu'il y a des modèles équivalents dans les pays voisins. Le deuxième aspect qui est important pour ça également, c'est le développement de ce qu'on appelle des cliniques mobiles. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est justement parce que on va vous parler du Medibus et que ce Medibus est certainement quelque chose de très important dans ce cadre-là. Deux autres éléments qui me semblent aussi importants, c'est l'évolution de la gouvernance des secteurs de la santé avec une participation notamment de la société civile et des parties prenantes, des acteurs qui devient de plus en plus importante et qui est très importante dans un certain nombre de pays avec des forums nationaux, avec des mécanismes qui permettent dans des pays comme la France, comme l'Espagne, comme la Thaïlande, comme la Moldavie, l'Ukraine, etc. Il y a cette participation avec donc une implication, une responsabilisation beaucoup plus importante et une traduction des choix, des orientations qui sont selon les lignes que je viens de vous expliquer brièvement dans les documents de politique de santé, dans les plans sanitaires et aussi dans la législation accompagnante. Bien entendu, tout ça prend beaucoup de temps et on n'est pas toujours, je dirais, super rapide, mais au moins les choses avancent. Avec un corollaire important, et vous en avez une illustration au Darfour dans l'image de droite, c'est l'action au niveau des communautés, y compris et surtout même, je dirais, dans les contextes difficiles, les contextes en crise, dans les pays fragiles, dans les pays vulnérables, comme on les appelle. Et vous avez une expression, je pense, de cette question de la communauté, de l'action au niveau des communautés, de la prise de participation des communautés, des ménages à travers tout ce qui s'est passé dans ces derniers mois autour de la Covid et des manifestations qui se sont déroulées en termes de satisfaction, d'insatisfaction par rapport aux choix qui étaient faits pour prendre en charge cette pandémie. Enfin, le dernier point sur lequel je voudrais insister rapidement, c'est la question du genre, parce que cette question est quand même toujours au centre des inégalités et donc des gens qui restent un peu en arrière. Marc en a déjà souligné cet aspect-là pour les familles monoparentales. La question du genre, elle touche les femmes, mais elle touche aussi les hommes qui ont moins d'accès dans beaucoup de contextes et qui utilisent moins les services de santé, avec un nombre de barrières importantes qu'il est essentiel de pouvoir décoder, de pouvoir appréhender au mieux, à travers, je pense, une approche multisectorielle et une implication, encore une fois, des différents acteurs pour essayer d'obtenir des résultats. Et je peux vous dire que dans le cadre du programme dont je m'occupe à Genève,
nous avons une composante genre, équité et human rights, droits humains, qui est vraiment très, très importante et sur laquelle on est en train de donner de plus en plus d'importance. En conclusion, je dirais que tout ce que nous, on espère, c'est qu'on puisse aller le plus rapidement possible vers ce slogan qui est celui de l'OMS dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, que je vous donne en anglais d'abord, « Leave no one behind », et que je vous traduirai par « N'abandonner personne, ne laisser personne en arrière ». Je crois que c'est quelque chose qui est très important et je me réjouis encore une fois de participer à cette discussion aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Porignon. Madame Dimera, c'est à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc ici, on va parler du projet du Medibus. Donc en fait, moi, je suis directrice de l'ASBL à Toit pour la nuit, mais j'ai commencé comme éducatrice il y a plus de 13 ans maintenant. Donc c'est vraiment un constat qui a été fait sur le long terme. Je vais vous présenter un petit PowerPoint qui a été suggéré et présenté au comité d'accompagnement que nous avons créé pour justement avancer sur ce projet. Parce que ce projet, c'est un projet que l'ASBL était demandeur. Donc, c'est un projet que l'ASBL était demandeur il y a déjà quelques années, qui a été mis un peu sur le côté en attendant d'avoir des fonds. Et grâce à l'UIA et à la REPS, nous avons pu avoir le subventionnement pour l'acquisition de ce fameux Medibus. Donc, ben voilà, l'historique du projet, c'est un peu ce que je viens de vous expliquer. C'est qu'en 2017, donc on a essayé de mettre ce projet en place, qu'on a laissé en suspens en attente de subvention. Et l'UIA, via la REPS, a pu nous donner le montant pour cette subvention parce qu'on a aussi un projet qui est de créer un nouvel abri de jour dans un endroit où il posera moins de problèmes par rapport aux riverains. Et sur base de ce même budget, on a pris une partie pour créer ce Medibus qui sera un mobilhome, en fait, pour recevoir, faire des consultations médicales et pour il y aura aussi une salle de consultation pour des permanences sociales. Alors, le Medibus, ça va être une unité mobile qui va permettre d'aller rencontrer la population qui est exclue des soins et en rupture d'insertion sociale. Cette approche, en plus des soins et de l'aspect socio-sanitaire, permettra de renouer le dialogue entre ce public qui n'ose plus passer certaines portes, qui vivent en rue, qui sont des fois marginalisés. Donc nous, ici, l'objectif de l'ASBL, c'est la réinsertion sociale. Et via ce bus, nous allons pouvoir aussi aller toucher un public qui ne passe peut-être pas les portes des associations de Seraing qui aident les personnes précarisées. Alors, comme je vous l'expliquais, donc ça va être un type de mobilhome transformé en salle de consultation et en bureau de permanence sociale. Le public qui est ciblé, c'est la population sans abri, les non-mutualistes, les personnes en situation illégale et les personnes qui sont dans la prostitution et les toxicomanes. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait dedans une permanence médicale, donc des consultations et soins médicaux et paramédicaux, idéalement consultations psychologiques, mais comme je vous dis, on est en train de travailler sur le projet, donc on se rend compte des consultations psychologiques, ce ne sera certainement pas possible. Donc, on est vraiment, c'est pour ça qu'on fait un comité d'accompagnement, c'est pour avoir l'avis des professionnels de ce qui peut se mettre en place dans ce bus. Alors, du dépistage, ça c'est certain. Donc, des échanges de seringues aussi. Donc, les éducateurs et les assistants sociaux peuvent être formés pour faire ces échanges de seringues. Une permanence sociale pour informer, prévenir, orienter et faire une anamnèse de la situation et pouvoir donner alors à la personne une feuille de route et les orienter vers les éducateurs de rue qui pourront les accompagner vers les différents services. Et au niveau du sanitaire, il y aura des douches dans le mobilhome, ce qui permet de favoriser l'hygiène corporelle. Il y aura des dons de vêtements. Ces vêtements pourront être lessivés ou au lavoir social ou pour les SDF qui fréquentent l'abri de nuit à l'abri de jour. Il y aura une distribution de café et d'eau, mais pour ce qui est des douches, Monsieur Finocchio vous expliquera parce que c'est lui qui s'occupe et qui a amené ce projet de douche au sein du mobilhome. Donc, en fait, l'abri de jour avait pour but et pour objectif de créer un Medibus et le CPS avait, eux, pour but de mettre des douches, mais il vous expliquera tout ça mieux que moi. Donc, la mise en place de ce projet, il se présente sur deux volets. Donc, d'abord, c'est l'investissement quant à l'acquisition du dispositif ainsi que la construction du garage. Donc, cette construction aura lieu dans le nouvel abri de jour que je vous ai parlé, qui normalement devrait commencer à sortir de terre, nous l'espérons, en septembre. Donc, un garage y sera prévu pour entreposer ce bus et pour la maintenance de celui-ci.
Alors, il y a un cahier des charges qui a été réalisé par la REPS et qui a été soumis au conseil communal pour le lancement du marché public. La mise en place et le fonctionnement de ce Medibus, ça c'est le deuxième volet où nous travaillons dessus avec différentes personnes, différents partenaires potentiels, parce que toute la complexité du projet du Medibus, c'est qu'on a les moyens de l'acquérir. On essaye de voir avec le CPS pour avoir les moyens de le mettre sur la route et de l'entretenir. Normalement, ce sera bon aussi. Mais toute la complexité, c'est de trouver des volontaires pour y travailler. Donc, au niveau des éducateurs, des assistants sociaux, des infirmiers et des médecins. Et c'est pour ça qu'on a fait ce comité d'accompagnement où on invite, où on reçoit des personnes et on voit ce qui est faisable. Donc, je pense qu'il faut commencer petit et évoluer petit à petit d'après ce que les personnes peuvent donner de leur temps. En plus, en période de Covid, ce n'est pas évident du tout pour les médecins et les infirmiers. Mais voilà, là, pour le moment, on a déjà 4 infirmiers qui aimeraient faire partie du projet. Des éducateurs, des assistants sociaux, ce n'est pas le souci non plus, mais voilà, on essaye d'avoir avec les maisons médicales. C'est vraiment un travail de longue haleine et on espère aussi que ce Medibus verra rapidement le jour quand on aura toutes les réponses à nos questions. Donc, au niveau du PowerPoint, je m'arrête là puisque le reste, c'est ce qu'on a travaillé et ce que je viens de vous expliquer. Voilà, ici, on en est revenu qu'au niveau des consultations médicales, nous allons plus travailler avec les infirmiers et essayer d'avoir des médecins dans des maisons médicales qui pourraient être là si l'anamnèse de l'infirmier se voit inquiétant et que la personne peut alors à ce moment-là se réorienter vers un médecin avec qui nous aurions des partenariats. Donc voilà un petit peu le projet du Medibus sur le territoire cérésien. Alors on a déjà ciblé des quartiers. Maintenant, si vous n'êtes pas cérésien, je peux vous les citer, mais ça ne vous dira rien. Donc, on va quand même essayer de mettre le Medibus à Serein-Centre, Serein-Haut, Gemep et Ougré. Et Ougré, on a trouvé un endroit qui est entre Ougré-Bas et Ougré-Haut. Parce que sur Serein, il faut savoir qu'il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme ça qu'on situe un peu Serein. Donc voilà, ce sont vraiment des quartiers qui ont été étudiés, où il y a des demandes, où il y a des populations précaires, où il y a des facilités d'accès, où on est dans des parkings ou dans des endroits qui ne sont pas non plus en plein milieu des places, où les gens ont quand même leur intimité et leur dignité qui doit être respectée. Donc voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. On continue de travailler d'arrache-pied sur ce projet parce qu'il a vraiment toute son importance. On a vraiment le soutien de la ville et du politique pour mettre ce projet en place parce que tout le monde a le droit de se faire soigner de manière correcte. Et ce n'est pas toujours évident pour ces personnes de passer toutes les portes et d'oser le faire. Et là, c'est le bus qui va aller à la rencontre du public. C'est ça qui est innovant. Pour ma part, j'ai un peu fait le tour. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Et donc, je passe la parole à Monsieur Finocchio pour vous parler des douches dans ce mobil-home. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Pierre Finocchio. Je travaille au sein du service d'urgence sociale du CPS de Serein, qui est un service accessible 24 sur 24 et 7 jours sur 7 et traitant toute problématique d'ordre social. J'ai, depuis 2016, été détaché une semaine par mois pour aller à la rencontre des personnes qui faisaient la manche au niveau des commerces sur le territoire cérésien. Et durant cette approche, on réalisait une anamnèse de la situation, information, prévention, proposer des pistes d'action. Mais durant ces passages, on s'est aussi rendu compte que les personnes qu'on rencontrait ne poussaient pas souvent, comme Laetitia Dimeral l'a expliqué, toujours la porte des services publics ou des SBL, notamment au niveau de l'appel de jour, où il y a déjà des douches qui peuvent être proposées, des repas et pouvoir simplement se poser et être au chaud, soit par la méconnaissance du réseau, soit par la distance et le problème de mobilité, ou soit par les conditions d'accès où les personnes ne veulent simplement pas transmettre leur identité. Donc, du coup, le CPS de Serein, notamment le président du CPS, M. Van Brabant, a souhaité qu'on puisse se pencher sur l'étude de plusieurs projets à pouvoir développer sur le territoire cérésien et à proposer à la population la plus précarisée et notamment développer des douches mobiles parce qu'on s'est rendu compte que pour toutes les personnes qui sont à la rue, qui font la manche ou qui sont sans abri,
commencer par passer au niveau de l'hygiène corporelle est un atout primordial pour commencer une réinsertion et pouvoir entamer des démarches et se présenter auprès de services quels qu'ils soient. Et donc, on a voulu, l'idée première, mettre des douches dans des espèces de containers qui seraient mobiles sur l'entité cérésienne. Donc, quand on a commencé à se pencher sur l'étude de ce projet, on a eu la connaissance du projet Medibus qui était en cours de construction et en cours de réflexion. Et on s'est dit, pourquoi pas jumeler les deux projets au sein d'une même entité afin de ne pas mettre deux unités mobiles tout simplement sur le même territoire, ce qui n'avait pas vraiment de sens. D'autant plus que l'unité mobile, comme Laetitia l'a expliqué, serait un mobil-home et dans ce mobil-home, il y a la présence de douches. Donc, voilà pourquoi on a commencé à travailler de concert entre la ville de Sorin, le CPS et l'abri de jour pour la construction de cette unité mobile où l'aspect du CPS était de premier abord l'accès à l'hygiène corporelle et à des douches mobiles qui rejoint parfaitement le Medibus à ce niveau-là. Il faut savoir que ce Medibus se réinscrit dans un dispositif d'urgence sociale qu'on souhaite également développer. Donc moi, depuis le mois de mars, je suis détaché du service d'urgence sociale pour tenter de mettre en place, comme j'expliquais, plusieurs projets, dont notamment le Medibus, mais qui serait en lien, comme Laetitia l'expliquait, avec des éducateurs de rue, avec des armoires de rue qu'on souhaite mettre en place aussi sur Sorin à destination de personnes sans abri pour qu'ils puissent y stocker leurs effets personnels et pouvoir commencer à entamer des démarches. Une antenne SDF et un projet qui s'appelle le projet Rattrapage qui est déjà construit et qui fonctionne déjà, où mon collègue, M. Mayalé, s'occupe d'accompagner toutes les personnes qui se retrouvent à la rue, primo arrivant à la rue, donc qui sont à la rue dans les 3 jours ou qui le seront dans les 30 jours. Donc voilà, là, on s'écarte un peu du sujet médical, mais pour vous expliquer que ça fera partie d'un dispositif d'urgence sociale où tout finalement aura un lien projet par projet. Donc, voilà un peu l'historique et le pourquoi est-ce que le CPS s'est greffé au sein du projet Medibus.